On se reverra bientôt, la semaine prochaine, pour compléter le squelette axial par l'ostéologie du crâne. La colonne vertébrale est une tige osseuse articulée, faite de pièces osseuses mobiles, qui a un rôle de protection pour une partie du système nerveux central qu'on appelle la moelle spinale, qui a un rôle évidemment mécanique dans la station debout et dans les mouvements du tronc, de la tête, du cou. Et pour l'étudier, dans un premier temps, je vous expliquerai comment se met en place la colonne vertébrale au point de vue de sa configuration, en commençant par la période fétale, où évidemment les choses sont en train de se mettre en forme, pour aller vers la période adulte rapidement, qui sera notre modèle de description, pour comprendre comment les courbures de la colonne vertébrale vont changer au cours de cette évolution dans le temps. Alors, comme vous le savez, les dessins, c'est l'essentiel du cours d'anatomie. Et pourquoi je vous conseille vivement de les prendre? Je ne vous conseillerais pas pour mes cours que quelqu'un prenne les dessins et quelqu'un d'autre le texte. J'essaie d'aller suffisamment lentement et de noter suffisamment de choses pour que vous puissiez tous prendre un cours correctement. De toute façon, c'est déjà le premier apprentissage que de faire le dessin en temps réel, et ça vous sera plus facile de le restituer le moment venu. Toujours pour continuer dans les conseils, vous avez probablement remarqué que le tableau est plus large que haut. Donc, essayez, en dépit des effets de perspective de l'endroit où vous vous trouvez en amphithéâtre, si vous regardez sur un écran, si vous regardez directement sur le tableau, ne faites pas des dessins microscopiques, ne faites pas des timbres-poste. Pour un dessin, utilisez une feuille de papier et, de préférence, utilisez-la dans un format paysage plutôt que le format portrait. Ne soyez pas économe en papier pour ça, ça vaut vraiment pas le coup. N'utilisez que le recto. Pourquoi? Dans d'autres cours d'anatomie, peut-être moins dans celui d'aujourd'hui, mais encore peu, dans d'autres cours d'anatomie, il sera utile de mettre dans votre champ visuel des vues différentes d'une même structure, et votre cerveau va permettre ainsi plus facilement de reconstituer la configuration dans l'espace. Si c'est un recto verso, jamais vous ne pourrez faire ce travail. Donc ce sont des choses élémentaires. Utilisez les couleurs qu'on utilise au tableau. Et puis, dernière petite chose avant de commencer, ou en commençant, il y a des règles fondamentales et qui vous serviront pour l'examen. Il faut toujours intituler un schéma ou un dessin. Comme vous ne savez pas a priori si je vais dessiner à gauche, à droite, au milieu, etc., le mieux est de marquer l'intitulé dans le bas de votre feuille, ce qui ne va pas empiéter sur le dessin que vous allez faire. Donc on va commencer, et pour commencer, je vais écrire à votre vitesse. Vue latérale, on va faire une vue latérale gauche, mais à droite, gauche. Au 29e, 30e jour de la vie embryonnaire. Pour les vues de l'organogenèse de l'embryologie, au lieu de mettre un système d'axes de référence comme on le fait habituellement pour l'adulte, étant donné l'évolution en permanence de la morphologie, je vous en dirai un mot dans un instant, on préfère utiliser des lettres. Par convention, quand j'écris un C avec un accent circonflexe, ce sera le pôle crânial, l'extrémité céphalique, le pôle dorsal, le pôle ventral et le pôle caudal, caudal en latin, la queue, l'extrémité. Donc, comme ceci. Je vais commencer par représenter cette vue latérale gauche de l'embryon au 29e, 30e jour.
et je vais commencer par dessiner les placodes de l'extrémité céphalique, respectivement la placode otique, la placode optique et la placode olfactive. Voici pour la placode otique, voici pour la placode optique et voilà pour la placode olfactive. À ce stade-là, l'embryon a déjà une extrémité céphalique et les organes d'essence commencent déjà à apparaître sous une forme rudimentaire. La placode otique correspond à la région de l'oreille. La placode optique correspond bien sûr à l'appareil visuel et la placode olfactive à la future région nasale. C'est la région dorsale qui va se développer plus vite que la région ventrale, et on en dira un mot dans un instant, ce qui explique cette forme courbe en pavillon d'oreille, en haricot, de l'embryon dans ses stades initiaux. Après les placodes, je vais représenter les poches branchiales. Si vous franchissez la frontière au nord vers la Belgique, vous entendrez prononcer ça branchial. L'habitude en France est de le prononcer branchial. Ces poches branchiales étant mises en place, il y a ensuite une poche un petit peu plus grande qui fait saillie ici, qui est la poche cardiaque, où se trouve le futur cœur. Puis vient la région du cordon ombilical, que je sectionne ici, et enfin le pôle caudal de l'embryon que je représente ici et qui n'a pas encore régressé. Bien sûr, dès le départ, au 29e, 30e jour, on a déjà l'ébauche du membre thoracique et du membre pelvien, et cette ébauche commence par les extrémités, c'est-à-dire la palette, qui va ensuite permettre la différenciation des doigts et des orteils. Vu comme par transparence, et sans que l'on compte maintenant les éléments correspondants, le but n'est pas cela. Le but est d'essayer de montrer donc la courbure des pièces qui vont former les vertèbres. Et d'emblée, vous remarquez que cette courbure va être concave vers l'avant. Avec le développement des structures du fœtus jusqu'à la naissance, les courbures vont se modifier légèrement, mais elles ne vont réellement entamer leur transformation vers la disposition adulte qu'avec l'acquisition d'une forme de tonus musculaire de l'enfant une fois né. Et vous savez que les mamans sont extrêmement fières lorsque leurs enfants arrivent à tenir assis et que la tête ne tombe pas sur le côté. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand ils commencent à se déplacer, bientôt à quatre pattes, et là c'est l'étape dangereuse. Les enfants, c'est comme l'eau, ça occupe tout l'espace disponible. Et enfin, c'est la station érigée. Et on arrive donc à des contraintes mécaniques qui vont retentir bien évidemment sur la forme de la colonne vertébrale. Pour ces contraintes mécaniques, je vais dans un premier temps maintenant vous représenter une vue antérieure de la colonne vertébrale de l'adulte. Donc vous écrivez en bas vue antérieure de la colonne vertébrale adulte, et cette fois-ci, j'utiliserai le système de référence que j'utilise habituellement pour l'anatomie, c'est-à-dire un repère de coordonnées axiales. HT pour le haut du dessin, va donc se trouver en haut du tableau, et simplement la lettre D pour indiquer le côté droit. Commençons par, si vous voulez bien, montrer ici, d'un trait, simplement la base du crâne.
Une fois qu'on a disposé la base du crâne, on va abaisser comme un fil à plomb en pointillé ici le plan vertical, ou l'axe vertical plus exactement, pas le plan, l'axe vertical dans un plan sagittal médian. Ce qui va nous permettre de construire assez rapidement maintenant la forme de la colonne vertébrale mobile. C'est cette partie-là. Les vertèbres, à peu de choses près, vont augmenter de taille du haut en bas. Il y a bien sûr quelques nuances. Et je vais représenter ici le sacrum et les 3 à 5 pièces oxygènes. J'en représente 3 ici. Donc, première remarque, dans le plan frontal, le plan du tableau, la colonne vertébrale de l'adulte, normalement, est rectiligne. Il peut arriver, pour des raisons notamment d'inégalité de longueur des membres inférieurs, que ce soit constitutionnel ou que ce soit à la suite d'un accident, d'une chirurgie, qu'il y ait une bascule du bassin. S'il y a une bascule du bassin, on va imaginer par exemple que le membre inférieur gauche soit raccourci par rapport au droit, eh bien, on pourrait essayer maintenant de comprendre ce que cela va introduire comme conséquence. C'est cette bascule du bassin avec le corps qui va s'adapter et qui va, pour permettre à la tête de rester droite, déformer la colonne vertébrale en S italique. Ça, c'est une attitude scoliotique qui pourrait, si elle n'est pas compensée par exemple par une semelle, par une intervention chirurgicale, évoluer vers une scoliose vraie. Alors, pour faire le diagnostic d'une attitude scoliotique au début par rapport à une scoliose, il suffit d'éliminer l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Le plus simple, je demanderai à la personne que vous examinez de s'asseoir. Et bien, en vous asseyant, il n'y a plus d'inégalité de longueur des membres inférieurs. Et si vous faites pencher la personne vers l'avant, vous pouvez aisément, avec votre doigt, suivre le tracé de la colonne vertébrale et vérifier s'il y a un réalignement en position assise. Alors, il y a des scolioses vraies. Les scolioses vraies, les mécanismes sont évidemment beaucoup plus complexes et ils résultent de mécanismes de rotation d'une vertèbre par rapport à la vertèbre voisine. Voilà pour ce qui se passe dans le plan sagittal. Dans le plan frontal, pardon. Dans le plan sagittal, maintenant, dessin suivant, nous allons voir toujours chez l'adulte, au point de vue de la statique de la colonne vertébrale, ce qui se passe. Donc, l'intitulé du dessin est cette fois-ci vue latérale droite de la colonne vertébrale adulte. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, l'avant est vers la droite du tableau. Je symbolise d'un trait comme précédemment la base du crâne et rapidement, comme précédemment, je montre ici le fil à plomb de l'axe vertical. Eh bien, les courbures vont maintenant survenir.
On va les dessiner et puis dans un instant les décrire. La première portion de la colonne vertébrale en partant de la tête est constituée de 7 pièces osseuses, 7 vertèbres cervicales. Ces 7 vertèbres cervicales, nous les avons en commun avec un bon nombre d'animaux qui appartiennent à la même classe que nous et que l'on appelle un terme générique de cordées. Nous sommes des cordées, c'est-à-dire que nous avons une corde dorsale, pas COR mais CHORDE, structure embryologique qui donne un axe de développement axial au corps humain avec les plans de symétrie droite-gauche que l'on connaît. Eh bien, parmi les cordées, un bon nombre ont en commun avec nous d'avoir 7 pièces vertébrales cervicales. Même si morphologiquement et par la taille c'est très différent, ça atteste d'un ancêtre commun, d'une origine commune. Ainsi, la girafe, par exemple, a 7 vertèbres cervicales communes. Évidemment, les vertèbres sont un petit peu plus hautes que les nôtres. À l'étage thoracique, cervix en latin ça veut dire le cou, donc 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombales. Voilà pour la partie constituée de pièces osseuses indépendantes. Puis nous avons un sacrum qui tire son nom du même mot primitif que le mot sacré en français. Pourquoi? Parce que autant on faisait des offrandes aux divinités, c'était un morceau de choix que l'on offrait aux divinités que les chairs qui entouraient cet os sacré, ce sacrum. L'appellation est restée depuis l'Antiquité grecque. Enfin, le coccyx. Le sacrum comprend ordinairement 5 pièces osseuses vertébrales soudées entre elles, et le coccyx, je vous l'ai déjà dit, 3 à 5 pièces qui auraient pu devenir là aussi des vertèbres, qui sont soudées entre elles. On n'est plus dans le type de courbure unique concave vers l'avant que nous avions vu au 29e, 30e jour de la vie embryonnaire, et il y a des changements de rayon de courbure. Par exemple, dans la région cervicale, chacune des vertèbres va converger vers un point qui se trouve en arrière. Autrement dit, c'est un rayon de courbure dorsale. Et cela porte le nom de lordose. Une lordose cervicale. Inversion du rayon de courbure. Pour les taches thoraciques, où cette fois-ci le rayon de courbure est ventral, c'est une kyphose thoracique. À nouveau, une lordose lombaire. Puis, on ne parle pas des courbures du sacrum et du coccyx, puisque la mobilité n'est pas possible puisque les pièces sont soudées. En revanche, il y a une mobilité possible entre le sacrum et le coccyx. Heureusement, notamment chez la femme, lors des mécanismes de l'accouchement, sous effet hormonal, à la fois la symphyse tibienne, le pubis en avant, on va pouvoir
gagner un petit peu de souplesse, et puis il y aura une bascule possible en arrière du coccyx pour faciliter ces mécanismes de l'accouchement. Voilà donc pour ces courbures normales, physiologiques de la colonne vertébrale. Il peut y avoir, tout en conservant le type de courbure, des accentuations anormales de ces courbures. Des gens qui sont particulièrement cambrés, on dira par exemple qu'ils ont une lordose, une hyperlordose lombaire. Si l'on mettait devant vous les pièces séparées d'un squelette de cordée, quel que soit l'animal, même sans culture préalable, je suis à peu près certain que toutes et tous, vous pourriez spontanément isoler les vertèbres des autres os. Si vous pouvez le faire spontanément, c'est qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les vertèbres ont une configuration qui ne ressemble à aucun autre os du corps de l'animal. Et la deuxième, c'est que toutes entre elles ont des caractères communs. Elles se ressemblent. Sinon, vous ne pourriez pas, à coup sûr, les rassembler, les isoler. Donc, avant d'étudier étage par étage les variétés de ces colonnes, de ces vertèbres aux différents étages, je vais essayer de constituer ce qu'on appelle la vertèbre fondamentale, la vertèbre typique, celle qui rassemble toutes les qualités d'une vertèbre. Grâce à cela, vous pourrez ensuite, à chaque étage, apprécier les particularités qui vont faire diverger le modèle cervical, le modèle thoracique, le modèle lombal de la vertèbre fondamentale. Mais toutes ont en commun un certain nombre de caractéristiques que je vais décrire maintenant. Le premier dessin que je ferai est une vue supérieure d'une vertèbre typique. Vue supérieure, marquée en bas, vue supérieure d'une vertèbre typique. L'orientation est la suivante. L'avant du dessin est vers le haut du tableau et la droite du dessin vers la droite du tableau. Je commence par dessiner vers l'avant ce qui va correspondre à un corps vertébral. Ce corps vertébral, au niveau de sa face supérieure comme sa face inférieure, ici on voit la face supérieure, va être bordé d'une petite surélévation qu'on appelle un bourrelet. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montre l'arc postérieur et ses constituants. Cet arc postérieur est rattaché au corps vertébral, le plus souvent à la face postérieure, et nous le verrons aussi parfois à la face latérale du corps vertébral, par ce que l'on appelle des pédicules. Alors, je vais cerner le dessin, et puis nous allons ensuite, ensemble, le commenter. Les pédicules, je vais les mettre en pointillé ici. Ce sont ces parties d'os qui viennent se souder au corps vertébral. Donc, corps vertébral en avant, corps vertébral, arc postérieur en arrière, qu'on appelle aussi parfois l'arc neural, puisqu'il va délimiter ici le canal vertébral qui va contenir, on le verra dans un instant, d'ailleurs il ne faudrait pas que j'écrive là, si je veux le dessiner, qui va contenir dans un instant, on le mettra en place, la moelle épinière et ses enveloppes, j'en reparlerai. Les autres parties constitutives, eh bien, on a ici des processus articulaires, nous verrons à quoi cela correspond. Ces processus articulaires sont
des surélévations osseuses qui présentent une facette articulaire garnie d'un cartilage articulaire que, par convention, je représente en bleu. Puis, nous avons des excroissances latérales qui prennent le nom de processus transverse. Processus transverse. Puis des lames vertébrales qui convergent en arrière pour former un processus épineux. Voilà les constitutifs principaux, donc je répète. Corps vertébral, pour l'arc postérieur, les pédicules, processus articulaire supérieur, lame vertébrale, processus épineux, et latéralement, processus transverse. Revenons au contenu du canal vertébral. C'est essentiellement ici la moelle épinière que je représente en couple, avec la substance grise et la substance blanche que je matérialise comme suit. D'où vont émerger ici, de part et d'autre, mais je ne le représente que d'un côté, un nerf spinal. Le nerf spinal a donc un homologue à droite et à gauche par niveau, donc on les appelle plus volontiers des paires de nerfs spinaux. Ces paires de nerfs spinaux, alors les abréviations conventionnelles N minuscule pour nerf, nerf au pluriel c'est petit n, petit n. Pareil pour artère et pour veine. Artère au singulier, petit a, artère au pluriel, petit a, point, point. Veine pareil, petit v point pour veine au pluriel. Autour des nerfs, on va trouver ici des enveloppes méningées. Ces enveloppes méningées, je représente ici en coupe, la méninge, si vous voulez, comprend 3 feuillets, on ne va pas les détailler maintenant, vous les verrez dans d'autres parties du cours. Ça a un rôle double. L'objectif principal est de réaliser une protection mécanique pour éviter que la moelle épinière soit en permanence heurtée lors des mouvements par l'os qui est voisin, qu'il n'y ait pas de traumatisme du système nerveux au contact de l'os. Ainsi, la règle générale est la suivante, c'est valable dans le cerveau, la boîte crânienne, l'encéphale, c'est valable pour le tronc cérébral, c'est valable pour la moelle spinale. Partout où le système nerveux risquerait d'être en contact directement avec l'os, la méninge s'interpose. C'est curieux, vous ne notez pas. Tant pis pour vous. Dans cette enveloppe, il y a du liquide, alors je vais marquer quelques petits points ici. On appelle le liquide cérébro-spinal, ce qui rend bien compte de la continuité. Liquide cérébro-spinal, on abrévie par le sigle LCS. Ce liquide cérébro-spinal, lui aussi, a un rôle important du point de vue mécanique, mais d'autres rôles aussi que vous étudierez avec la physiologie ultérieurement. Le liquide cérébro-spinal, du point de vue mécanique, amortit, là aussi, les chocs potentiels. Si la moelle épinière était dans un étui, comme dans un étui de cuir, par exemple, avec les méninges, il y aurait des frottements et des lésions. Heureusement, il y a liquide cérébro-spinal, et tout ceci contribue à éviter que cette moelle spinale ne soit
lésés. Pour continuer sur la description de cette vertèbre typique, maintenant qu'on l'a vue en vue supérieure, je vais tout de suite mettre en place une vue latérale, mais une vue latérale de deux vertèbres typiques ou fondamentales adjacentes. L'avant se trouve sur la droite du tableau, c'est une vue latérale droite. Le haut du dessin se trouve vers le haut du tableau. De sorte qu'on va retrouver ici le corps vertébral de la vertèbre sous-jacente, celle qui se trouve au-dessus, le corps vertébral de la vertèbre sous-jacente, celle qui se trouve en dessous. Et puis, on va compléter par la région des pédicules, par la région des processus articulaires et de la facette articulaire, par la région ici du processus transverse, par la région ici du processus épineux, et nous complétons ici avec le processus articulaire inférieur et la partie basse du pédicule. Une fois qu'on a fait ça, on peut compléter maintenant ce dessin. De manière à achever cette représentation. La facette articulaire ici est visible, donc je montre le cartilage articulaire. Ici, elle s'articule avec celle de la vertèbre voisine, et donc on ne voit pas le cartilage articulaire. Les disques vertébraux, disques vertébrales, sont interposés entre les corps vertébraux et leur constitution fait appel en particulier à un anneau fibreux qu'on appelle annulus fibrosus. Cet annulus fibrosus présente deux types de fibres. Et c'est ici volontairement que j'ai montré que ces fibres se croisaient perpendiculairement. Maintenant, si vous réfléchissez un instant et que vous faites preuve d'un peu d'imagination, si j'effectue un mouvement de rotation de la vertèbre qui est au-dessus, eh bien ça va tendre l'obliquité de ces fibres-là, ça va les tendre, mais au contraire, ça va détendre les fibres qui leur sont perpendiculaires. Et à l'inverse, si la vertèbre du dessus tourne dans ce sens-là, ce sont ces fibres-là qui seront tendues et les autres qui seront détendues. En tout cas, il y a des fibres qui se tendent, et la conséquence, c'est que les deux plateaux des vertèbres, les corps vertébraux, dans les mouvements de rotation, vont se rapprocher. On y reviendra tout à l'heure, lorsque j'expliquerai donc un peu de mécanique sur la colonne vertébrale, et ce sera juste avant d'entamer la colonne fixe. Alors, comme vous l'avez vu, les pédicules, ici, s'implantent à distance du bord supérieur et du bord inférieur du corps vertébral sur la face postérieure. On verra les variantes aux différents étages. Ce n'est pas le cas partout de la même façon. Et puis, il y a des incisures supérieures et inférieures qui, ensemble, vont constituer ici le foramen intervertébral. Foramen en latin, ça veut dire trou. T-R-O-U, foramen intervertébral. C'est par ce foramen intervertébral que vont transiter les éléments qui sortent du canal vertébral
comme par exemple le nerf et ses enveloppes ménagères, ou qui au contraire y rentrent, comme par exemple artère, veine, voire même petit nerf. Donc c'est un endroit de transit important, et comme c'est dans une zone qui est totalement entourée d'os et de structures solides, il y a des risques de conflit là aussi. Dernière vue que je voudrais mettre en place pour la vertèbre typique ou fondamentale est un petit peu plus compliquée. C'est pas une vue de face, c'est pas une vue de profil, c'est une vue de 3 quarts. Latéral. Donc en bas, vous marquez vue antéro-supérieure et latérale droite. Vue antéro-supérieure et latérale droite d'une vertèbre typique ou vertèbre fondamentale. Pour ce qui est de l'orientation, le haut du dessin va être situé par là, mais comme c'est une vue de 3 quarts, l'avant va être ici et la droite va être située par là. Ça deviendra plus clair quand j'aurai dessiné. Donc je vais commencer par représenter ici le corps vertébral. Comme suit. Et je vais artificiellement le séparer de l'arc postérieur ou arc neural pour qu'on le voit mieux. Je représente donc en arrière cet arc neural ou arc postérieur que maintenant je vais reconstruire dans ses différents composants. Et dans un instant, on va pouvoir commenter d'ailleurs ce dessin. Presque. Sur cette facette articulaire du processus articulaire inférieur droit, je mets du cartilage, ainsi que sur la facette articulaire du processus articulaire inférieur du côté gauche. Allons-y pour la description. Les pellicules, eh bien, ils vont s'implanter ici, je le mets en pointillé, sur la face postérieure du corps vertébral. Voilà les pellicules. Les pellicules s'implantent ici, sur le corps vertébral. Les processus transverses. Ils vont faire saillie latéralement. Les pellicules, les processus transverses vont se prolonger ici par les lames vertébrales qui vont aboutir au processus épineux. Les lames se trouvent là. La lame gauche, par exemple, et voici le processus épineux. Enfin, les processus articulaires. Voici le processus articulaire supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche. Ces processus articulaires vont guider et limiter les mouvements possibles d'une vertèbre par rapport à l'autre. Et on verra de quelle façon.
Après avoir décrit cette vertèbre fondamentale assez longuement, je vais maintenant entreprendre la description des vertèbres aux différents étages. Et pour ne pas trop vous dérouter, plutôt que de reprendre à l'étage cervical en haut par les deux premières vertèbres qui sont relativement atypiques et qui sont les plus discordantes par rapport au modèle que je viens de décrire, eh bien, on va commencer par l'étage thoracique, par les vertèbres thoraciques, qui ressemblent le plus au modèle typique de la vertèbre fondamentale. Le premier dessin que je mettrai en place est une vue latérale droite, donc vous l'intitulez vue latérale droite d'une vertèbre thoracique. L'orientation, le haut du dessin est vers le haut du tableau, l'avant et vers la droite du tableau. Je représente ici le corps vertébral, l'incisure vertébrale supérieure, le processus articulaire supérieur, le processus transverse, le processus épineux, et enfin le processus articulaire inférieur et l'incisure vertébrale inférieure. Corps vertébral, incisure vertébrale supérieure, incisure vertébrale inférieure, processus articulaire supérieur, avec du cartilage articulaire qui est visible, processus transverse qui va porter aussi une facette articulaire destinée à l'angle d'une côte, facette articulaire costale, puisqu'on est à l'étage thoracique, c'est là que viendront s'articuler les côtes. Le processus épineux a comme caractéristique une obliquité forte vers le bas. Celle-ci varie d'ailleurs suivant la numérotation des vertèbres cervicales. Tiens, à ce propos-là, il faudrait peut-être que je vous redonne une précision. On numérote les vertèbres cervicales de haut en bas. Par exemple, pour les 7 vertèbres cervicales, on va de C1 à C7. De TH1 à TH12 pour les vertèbres thoraciques, de L1 à L5 pour les vertèbres lombales. Je vous ai dit, et je vous l'ai dessiné, que c'est entre deux vertèbres dans le foramen intervertébral qu'émerge le nerf spinal, et ce d'une manière bilatérale, ce sont donc des paires de nerfs spinaux à chaque étage. Au niveau cervical, le premier nerf spinal va passer entre la première vertèbre cervicale et la base du crâne, l'os occipital. Par conséquent, il va y avoir 7 vertèbres cervicales, mais il y aura 8 nerfs cervicaux, 8 paires de nerfs cervicaux. Puis, 12 nerfs thoraciques, 5 nerfs à l'étage lombaire, toujours fonctionnant par paire. Revenons à ce dessin-là. Je vais, comme je l'ai fait précédemment, par quelques pointillés, indiquer l'emplacement du pédicule, complété par des demi-facettes articulaires qui sont situées ici à l'angle entre la face latérale et la face postérieure du corps vertébral. Qu'est-ce que c'est que ces demi-facettes articulaires? Eh bien, si ce sont des demi-facettes articulaires, vous en déduisez qu'elles vont être complétées par une demi-facette articulaire voisine, qui est portée par un corps vertébral voisin. Demi-facette articulaire destinée bien sûr à la tête de la côte. Donc ici c'est
pour l'angle de la côte, et là, c'est pour la tête de la côte. L'orientation des facettes articulaires qui va guider les mouvements possibles à chaque étage vertébral. Je vais essayer, sur chacun des dessins que je vais faire, de vous l'indiquer. Entre parenthèses, il ne s'agit pas d'un repère spatial, comme c'est le cas ici. Il s'agit d'un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire mettre dans le même champ visuel l'orientation de la facette articulaire qui se fait ici en arrière et en dehors, à l'étage thoracique, arrière et dehors. Complétons par la vue supérieure de la vertèbre thoracique, vue supérieure d'une vertèbre thoracique typique. L'avant est vers le haut du tableau, la droite vers la droite du tableau. On a un corps vertébral dont les diamètres antéro-postérieurs et transversaux sont sensiblement égaux. On aura un canal vertébral de forme circulaire, des pellicules ici qui s'implantent sur la face postérieure des corps, et enfin des lames vertébrales qui viennent ici se rejoindre pour former un processus épineux qui est fort oblique vers le bas et qui se termine par un tubercule unique. On dit qu'il est unituberculé. Au point de vue des facettes articulaires visibles sur cette vue supérieure, eh bien, vous avez à la jonction entre la face latérale et la face postérieure une demi-facette articulaire de chaque côté, et puis vous avez les facettes articulaires des processus articulaires supérieurs que l'on va matérialiser ici. Je reprends en pointillé la région donc des pellicules. À côté de cette vertèbre thoracique typique, il y a bien entendu des vertèbres plutôt transitionnelles. Par exemple, la première vertèbre thoracique va avoir une particularité, en quelques-unes d'ailleurs, par rapport aux vertèbres thoraciques, et elle mérite qu'on la dessine à part. Donc, vue latérale droite de TH1, vue latérale droite de TH1, le haut du dessin est vers le haut du tableau, l'avant vers la droite du tableau. Je représente le corps vertébral, l'incisure supérieure, le processus articulaire supérieur, le processus transverse, le processus épineux, le processus articulaire inférieur et l'incisure inférieure. La grosse particularité, l'une de ces grosses particularités plus exactement, est de posséder ici une facette articulaire complète pour la première côte. Même s'il arrive rarement que ce soit comme pour les autres étages, c'est-à-dire que la première côte
s'articule aussi avec la 7e vertèbre cervicale. Mais le plus souvent, c'est quand même comme ça que ça se passe. On retrouve ici une petite part de la surface articulaire inférieure. Pourquoi? Parce que nous verrons tout à l'heure que les vertèbres cervicales de C3 à C6 possèdent un crochet sur le bord latéral de leur corps vertébral à la face supérieure. Ça s'appelle oncus, un crochet, et que on retrouve ici la demi-facette. D'ailleurs, j'ai été un petit peu généreux, on va la raccourcir. La demi-facette articulaire ordinaire aux vertèbres thoraciques. Et bien entendu, la première côte doit aussi s'articuler avec le processus transverse au niveau de l'angle de cette première côte. La tubérosité, l'angle extérieur. Voilà. Nous y sommes. Dernière particularité pour les vertèbres thoraciques, vue latérale droite de la 12e vertèbre thoracique, qui elle est de transition entre l'étage thoracique et l'étage lombal. Avant de quitter ceci, je mets en place en jaune pour qu'on ne confonde pas le processus épineux de C7, qui est déjà fort incliné comme celui de la première vertèbre thoracique, mais qui est plus saillant vers l'arrière et qui est aussi unituberculé. D'ailleurs, si vous avez la curiosité de passer la main dans votre nuque, vous ne pouvez pas le faire parfaitement palper le processus épineux de la 7e vertèbre cervicale tant il est saillant et perceptible sous la main. Donc, dessin suivant, latérale droite de la vertèbre TH12. Le haut du dessin vers le haut du tableau, la droite du dessin, c'est l'avant. Je représente ici un corps vertébral qui commence à ressembler à celui d'une vertèbre lombale, comme vous le verrez dans la suite du cours immédiatement après. Et un bon nombre des caractéristiques maintenant d'une vertèbre lombale vont apparaître au niveau de TH12. Je laisse prendre le dessin et dans un instant, avec vous, je vais le commenter. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette 12e vertèbre thoracique? Eh bien, le pédicule va s'implanter tout près du bord supérieur de la face supérieure du corps vertébral. Donc, toute petite incisure ici, et plus grande en bas. La facette articulaire inférieure est déjà de type lombal, on va la décrire avec les vertèbres lombales. On va trouver ici non pas une facette articulaire, mais un tubercule costal. Le processus transverse va porter ici un tubercule mammillaire, un tubercule en forme de mamelle, tubercule mammillaire. Enfin, le processus épineux est relativement haut, il est trapu et
il a tendance à s'horizontaliser, en tout cas beaucoup plus que les vertèbres thoraciques classiques. Voilà pour cette première partie de cours sur les vertèbres. À moins que vous n'ayez un besoin extrêmement